Je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Tristan Nitto, qui est à la fois passionné et vous le verrez passionnant, fondateur de Mozilla Europe et ancien de chez Quant, je le dis bien, de chez Quant, actuellement membre du projet, vous allez en parler justement, Unsearch, et surtout, vous animez aussi l'Octévert, donc c'est très intéressant, je vous invite à aller voir, un podcast qui parle à la fois du climat et du numérique dans la bonne humeur. C'est ce que vous précisez, c'est plutôt agréable de commencer la journée ainsi. Merci. Merci Laura, tout le monde m'entend bien, super. J'ai mon petit bouton pour passer au slide suivant. Donc, je m'appelle Tristan et je suis Tristan Nitto et je suis venu vous raconter que j'étais une grosse feignasse. Voilà, tout ça en fait c'est... alors on ne l'a pas intitulé comme ça, hein. Au début on ne voulait pas faire trop peur aux gens. Parcours d'un fainéant, c'est le nom qu'on a choisi, mais il n'y a aucun doute, hein. Je suis une grande feillasse et moi là en slide 2 j'ai pu l'écrire. Et une feignasse avec une conscience. Donc ça tombe bien parce que comme ça avec Laura on est raccord. Je suis vraiment une feignasse. Alors déjà, moi, j'ai grandi dans le coin. J'allais au collège maintenant qui s'appelle Jean-Paul II, qui est rive droite. Et vraiment, j'avais pas envie de me lever le matin. J'avais envie de bouquiner au lit. Et toute ma vie, ça a été ça, en fait. Seulement, il a quand même fallu se lever un petit peu pour gagner des sous, mais même ça ne me motivait pas. Je ne voyais pas l'intérêt de gagner de l'argent. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai quand même réussi à faire une carrière correcte. Que récemment, j'ai essayé de résumer, parce qu'on m'a dit « Ah Tristan, il faut que tu nous fasses un slide pour nous expliquer ce que tu as fait dans ta vie ». Ça a donné ça, l'enfer. Alors, et pourtant, hein, je sais que c'est le matin, j'ai mis des logos pour que ça soit synthétique et tout, hein, mais c'est compliqué. Alors, on a ici, pour les vieux, les cheveux blancs, etc., Netscape, qui est la première start-up Internet californienne. Bon, j'ai eu la mauvaise idée d'arriver juste après l'introduction en bourse, bon, ce qui fait que je ne suis pas riche, mais tous mes camarades de jeu là-bas l'étaient. Et puis après, j'ai fait d'autres choses sur lesquelles je vais rentrer en détail. Mais en fait, il y a un sens dans cette trajectoire. Et on va voir ça ensemble. Premièrement, une première époque où, donc chez Netscape, qui a lancé le projet Mozilla, qui a donné Firefox, que peut-être certains d'entre vous utilisent encore, moi par exemple. L'idée, c'était promouvoir l'Internet, ou le web plus précisément, soyons précis. Promouvoir le web, c'était nouveau, hein, c'était en 97, alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien sûr. Promouvoir les standards du web, comment est-ce qu'on fait un web qui est universel, utilisable par tous les navigateurs. Il faudrait peut-être que je m'y remette d'ailleurs, parce que le nombre de sites optimisés pour Chrome maintenant est quand même un petit peu dérangeant. Ça a été aussi défendre le choix et l'innovation sur le marché des navigateurs. À l'époque, Internet Explorer, souvenez-vous, avait le monopole et il s'agissait de le déboulonner. Et puis aussi, quelque chose de passionnant à l'époque, c'était promouvoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'open source, que je préfère appeler le logiciel libre, c'est-à-dire la capacité de gens de se mettre ensemble et de faire un logiciel qui soit la propriété de tous, qui soit un commun numérique à la fin. Et pour ça, en fait, pour expliquer aux gens, détailler tout ça, j'ai créé un blog que je maintiens toujours, presque 20 ans plus tard. Il aura 20 ans l'année prochaine, en 2022. Qui s'appelle Standblog, stand étant pour standard, les standards du web. Voilà, ça ne nous rajeunit pas. Donc ce blog est toujours actif et c'était une façon d'expliquer et de communiquer en fait avec les gens de l'Internet. Bon, le temps a passé quand même, hein, entre 97, quand j'ai rejoint Netscape, 2002, 2003, 2002 les débuts du Standblog et 2004 le lancement de Firefox. Deuxième période. Là, donc j'ai travaillé chez Cozy Cloud, une start-up française, puis chez Quant, qui est un moteur de recherche français. Et là, l'idée, c'était
par rapport à la technologie, peut-être moins enthousiaste. C'est-à-dire qu'au tout début, le web, je trouvais que c'était formidable. Je trouvais que, franchement, je trouve toujours que c'est formidable. Enfin, je suis ravi qu'aujourd'hui, il y ait des choses comme GitHub, qui est Wikipédia, qui est des choses comme ça. Qui, pour moi, c'est extraordinaire et c'est toujours enthousiasmant. Wikipédia va fêter ses 20 ans, mais c'est toujours enthousiasmant. Néanmoins, en termes de vie privée, de surveillance, etc., là, je me suis dit, c'est bien, c'est formidable la technologie, mais... Et donc, il fallait expliquer un certain nombre de choses sur la collecte de données personnelles et comment concevoir des outils qui n'abusent pas des données personnelles des utilisateurs. Donc, c'était exactement les sujets de ces deux entreprises. J'ai continué sur le stand blog. J'ai fait un premier livre qui s'appelle Surveillance. J'en ai fait un deuxième qui est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, qui est Numérique, reprendre le contrôle. Et voilà, donc toujours enthousiasmé par la technologie, et je le suis encore toujours aujourd'hui en 2021. Et ensuite, il s'est passé un truc, c'est ce type-là. Putain, qu'elle tue l'amour, vraiment. Donc, lui là, Nicolas Hulot, un beau jour, je ne sais pas pourquoi, il a décidé de quitter son job. Et ça, je ne sais pas pourquoi non plus, ça m'est tombé sur la tête, alors comme un coup de massue. Moi, j'ai toujours été sensible aux problématiques de l'environnement, tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi, le jour où Nicolas Hulot a démissionné, ça m'a mis un coup sur la tête. Je me suis dit, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a un problème que j'avais plus ou moins mis de côté en me disant, bon, il y a un type au gouvernement qui s'en charge, puis ce jour-là, il ne s'en chargeait plus, quoi. Et en fait, j'ai réalisé que c'était complètement con, illusoire ou dans le déni, de se dire qu'il s'en chargeait. Enfin, je veux dire, le type, je pense qu'il essayait vraiment, hein, mais tout seul, il n'y arrivait pas. Et donc, ça a été un changement dans ma vie, et je me suis dit, il faut que je me forme sur le climat, il faut que je comprenne quelles sont les problématiques, et puis il faut que je l'explique. Et il faut que je vois aussi comment ça s'applique à ma connaissance de mon métier, de mon industrie, qui est le numérique, pour voir quelles sont les interactions de la problématique du climat et le numérique. Donc j'ai continué sur le stand blog, donc, qui est toujours alimenté, qui a une rubrique environnement depuis 15 ans, mais qui est alimenté plus massivement aujourd'hui. Et puis j'ai lancé un podcast donc, qui s'appelle L'Octet-Vert, qui parle de climat, de numérique, et le tout dans la bonne humeur. Parce qu'en fait, comme le sujet est plutôt plombant, autant qu'on rigole ensemble, je rencontre des gens très intéressants dans l'Octet-Vert, et je partage ça sur un podcast que vous retrouvez sur le stand blog, bien sûr, ou si vous cherchez Octet-Vert dans un moteur de recherche, ça devrait tomber dessus. Alors du coup, je me suis mis un challenge, je vais vous expliquer le changement climatique en 10 slides. Donc là, vous pouvez boucler vos ceintures, normalement il y en a un sur les fauteuils, et on va partir parce que 10 slides, vous allez voir, le changement climatique en 10 slides, c'est un sacré challenge. Donc ça, ce que vous voyez, c'est les variations de la température au cours des 2020 dernières années. Alors en fait, de l'an 0 jusque, j'ai tronqué jusqu'en 1850. Donc il y a des variantes, hein, des années c'est plus chaud que d'autres. Il y a une zone bleue là, qui est le petit âge de glace. Donc là, on s'est orienté vers un refroidissement de la planète. Et puis, il s'est passé un truc tout à fait intéressant entre 1850 et aujourd'hui, c'est qu'on a découvert la machine à vapeur et le moteur thermique, et qu'on s'est mis à brûler tout ce qu'on pouvait comme énergie fossile pour faire marcher ces machines. Et ça a généré du CO2. Vous brûlez du charbon, vous brûlez du bois. Le bois n'est pas une énergie fossile, elle est renouvelable, hein, mais ça fait quand même du CO2. De l'essence, du gaz, ça fait du CO2. Alors là, déjà, le premier propriétaire d'une Maserati qui vient de partir, parce qu'ils sentent qu'on va parler de lui. Effectivement, la température augmente comme elle n'a pas augmenté depuis des milliers d'années. Il y a une vitesse qu'on ne connaît pas, enfin, qui n'a jamais été connue du temps de l'homme. Alors, rapidement, on parle d'effet de serre. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre?
Il y en a toujours eu de l'effet de serre sur la planète, rassurez-vous, ce n'est pas nouveau, hein. Sauf que là, il est largement augmenté à cause de la présence de CO2. Comment ça se passe? En fait, sur le graphe de gauche, là, on voit de l'énergie solaire qui envoie, hein, le soleil envoie de l'énergie, et légère variation d'une fois sur l'autre, mais là, il envoie de l'énergie, et puis l'énergie ressort sous forme de rayonnement infrarouge. Un corps qui est chauffé émet de l'infrarouge. Et ça s'en va. Seulement, maintenant, il y a un déséquilibre, parce que comme l'atmosphère en bleu ici est chargée en gaz à effet de serre, elle retient mieux la chaleur, un peu comme dans une serre. Et donc, cette chaleur, elle est absorbée par les océans essentiellement, un petit peu par les glaces et un petit peu par les terres. Et c'est ça qui provoque le changement climatique, ou du moins le réchauffement. Alors en fait, entre le avant ici et le après là, la différence majeure, c'est la présence, l'augmentation de gaz à effet de serre. Il y en avait avant, sauf que maintenant il y en a plus. Tout simplement, parce qu'on brûle des trucs pour faire tourner des machines. Alors, d'où viennent les gaz à effet de serre? Ils viennent de deux choses. Le plus important, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, dont on nous rebat les oreilles, et pour cause. D'où il vient, en fait, alors là, c'est un peu compliqué, je suis désolé, c'est tout petit, mais en jaune, là, c'est pour produire de l'électricité. Alors ça, c'est la colonne du monde, le monde en moyenne, et la France, nous, on est là. Vous voyez, on a un profil sensiblement différent, en ce sens que nous, pour produire de l'électricité, comme on a beaucoup de nucléaire, on produit peu de carbone pour faire de l'électricité. Et puis, deuxième chose, ça c'est les transports. Donc le monsieur de la Maserati, là, voilà, c'est pour ça qu'il est parti, il savait qu'on allait en parler. C'est quand vous roulez en voiture ou utilisez un camion pour vous faire livrer un truc de chez Amazon, eh bien, en fait, vous produisez du CO2. Donc en France, c'est ce qu'il y a de plus important. À l'échelle du monde, c'est moindre, à 25%, alors que là, c'est vraiment l'électricité qui pose un problème à l'échelle mondiale. En troisième, rouge, c'est l'industrie et la construction. Voilà. Bon. Deuxième gaz à effet de serre, c'est le méthane. Le méthane, c'est une vraie cochonnerie, c'est 80 fois puissant en termes d'effet de serre que le CO2, mais Dieu merci, le méthane, quand ça monte dans l'atmosphère, ça a de l'effet et puis ça se désagrège et ça n'a plus d'effet. Donc en quelques années, en fait, le méthane, il ne reste pas dans l'atmosphère, il se désagrège. Par contre, le CO2, il est là pour des millénaires. Donc le CO2 qu'on émet aujourd'hui, dans 2000 ans, il sera encore dans l'atmosphère, à nous pourrir la vie et à réchauffer l'atmosphère. Donc c'est gênant. Alors le méthane, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est surtout les bovins. Hein. Une vache qui rote, c'est une vraie cochonnerie. C'est pour ça qu'il faut arrêter de manger du bœuf, en fait, si vous voulez. C'est juste parce que, malheureusement, c'est vrai, hein, c'est vraiment les vaches qui rotent. Hein, je suis désolé des détails techniques, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça marche. L'exploitation pétrolière et gazière, en fait, il y a toujours des fuites. Quand on perce des trous dans la terre, et s'il y a du pétrole, il y a du méthane. Le méthane s'échappe. C'est pour ça, souvent, vous voyez qu'on le brûle, ça fait des grandes flammes. Et puis, dans l'agriculture, il y a le fumier aussi. Enfin bon, il y a des tas de choses. Le riz, la culture du riz, 7%, ce qui n'est rien à côté du bœuf. Alors, donc, il y a un impact. Hein. Alors ça, j'ai les deux photos de gauche, elles sont de cet été. Et accessoirement, elles sont pas loin de chez nous, hein, en Allemagne, en Belgique. Alors, on pourrait croire qu'effectivement les Belges ne sont pas doués du tout pour se garer. En fait, vous regardez, c'est très compact, hein, c'est plutôt une méthode intéressante. En haut à droite, c'est la Californie, donc c'est des golfeurs, mais pas que. Elle a 2-3 ans. Et ça, c'est juste avec un petit réchauffement d'à peine plus d'1 degré. Là, aujourd'hui, si les choses continuent comme on est parti, on va vers 3-4 degrés. Croyez-moi, vous ne voulez pas y être. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que vos enfants y soient. Parce que si ça, c'est ce qu'on a avec seulement 1,2 degré, imaginez 3 ou 4 qu'on va avoir. Du coup, évidemment, quand on a su ça, on a réduit nos émissions de CO2. La preuve. Ah ben non. Ah, j'ai merdé. Non. Ah ben non. Vous voyez, donc en fait, c'est intéressant parce que là, on voit tous les accords, les machins, les grands trucs, les COP, les bidules, ça n'a rien changé.
On a continué comme avant à faire brûler tout ce qu'on trouvait comme pétrole, comme gaz et comme charbon. Donc en fait, si aujourd'hui vous voyez Greta Thunberg super énervée, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est comme ça depuis hyper longtemps. Le premier rapport du GIEC, il a 31 ans. Ça fait 31 ans qu'on sait ça. Et 31 ans qu'on fait des réunions, qui, vous le savez, sont la meilleure alternative au travail. Hein? Alors, comment ça se passe? En fait, il y a une notion qui est celle du budget carbone. Si on veut rester dans un certain niveau de réchauffement, idéalement en dessous de 1,5 degré, là on pense qu'un 1,5 degré, la vie ne sera pas rigolote, mais elle sera faisable, et la civilisation va rester, parce que finalement c'est ça l'enjeu, hein. L'humain il va rester. Peut-être qu'il y aura 80% de morts et que ça sera la guerre partout, mais il va rester. Je pense que l'humain ne va pas disparaître. Mais c'est le confort, la civilisation. Ça, c'est ça l'enjeu, finalement. Et pour ça, il ne faut pas rejeter plus de carbone qu'une certaine quantité. Et cette quantité, pour rester en dessous de 1,5 degré, eh ben, il va falloir la réduire vite fait. Seulement, si on s'y était mis là, en 2000, à réduire notre production, ben on avait jusqu'à 2100 pour ralentir cool. Ben, vous l'avez vu dans le slide d'avant, hein, c'est pas ce qu'on a fait. Donc en fait, aujourd'hui, on est là. Il va falloir réduire très très vite. Et si on ne réduit pas très très vite maintenant, et qu'on continue d'attendre et de produire énormément de CO2, il va falloir réduire drastiquement. Enfin, on va dire, ouais, là c'est déjà drastique. Ça, c'est pour rester en dessous de 1,5 degré 5. C'est comme, ça me rappelle cette histoire où un type disait, j'ai déjà acheté mon costume de mariage pour dans 1 an. Bon, c'est vrai que je fais 20 kilos de trop, mais je vais m'y mettre et je vais rentrer dedans le jour de mon mariage. Et l'avant-veille de son mariage, il n'a pas fait de régime, mais il fait, mais d'ici 3 jours, je rentre dedans. Bah, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Le mec, il a continué à se gaver pendant 362 jours. Eh ben, il va pas réussir à rentrer dans son costume de mariage. Eh ben, c'est un peu nous, ça. Alors heureusement, il y a une alternative, c'est se dire, bon, ok, 1,5 degré de plus, c'est loupé. Qu'est-ce qui se passe si on essaye plutôt de viser 2 degrés seulement de réchauffement? 2 degrés, c'est monstrueux, c'est pas bon. Okay, c'est beaucoup mieux que 2 degrés 5 ou 3 degrés ou 5, hein, mais c'est pas une bonne idée. Et là, vous voyez, la pente, elle est sensiblement plus raisonnable. Mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Beaucoup, chaque année, jusqu'à 2100. Si on avait commencé là, en 2000, bah, ça aurait été une pente douce, fastoche, réduire seulement de 2% par an, mais là, c'est plus pareil, quoi. Et évidemment, plus on attend, pire c'est. Hein. Si on attend encore 10 ans, eh bien, ça sera 9% de réduction de ces émissions par an. C'est beaucoup. Et en gros, il faut les diviser par 5 d'ici 2050. Là, voilà à peu près un Français moyen, comment il émet. Il émet en gros 10 à 11 tonnes de CO2 par an, et il faudrait qu'il en émette 2. 2. D-E-U-X. 2. Donc, il faut diviser par 5. Comment est-ce qu'on fait pour consommer 5 fois moins? Comment est-ce qu'on fait pour produire 5 fois moins de CO2 qui est dérivé de notre consommation? Ben déjà, vous voyez, la mobilité, c'est quelque chose qui bouffe énormément. Le logement et le fait qu'il soit mal isolé, pareil. Et puis aussi le fait que le ciment qui fait le béton, c'est une vraie cochonnerie, ça émet énormément de CO2 quand c'est fabriqué. Quand on achète plein de trucs, quand on mange de la viande, et quand on utilise l'infrastructure du pays, que ce soit les routes ou les administrations. Ben, il faut réduire tout ça pour arriver à 2 tonnes si on veut être au niveau de l'accord de Paris qu'on a signé il y a 5 ans. Bon, et quel rapport avec le numérique là-dedans? Ben, il y a un rapport direct. Le numérique,
C'est quelque chose de super positif, je vous l'ai dit, et j'en suis fan depuis toujours. Le numérique va nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il va le faire par tous les moyens que je vous ai listés là, et j'aurais pu mettre 10 slides là-dessus. Par exemple, il va nous aider à augmenter l'efficacité énergétique. Par exemple, on peut inventer des tas de choses à base de numérique. Par exemple, la voiture électrique. Une voiture électrique, c'est 4 fois plus efficace en termes d'énergie consommée qu'une voiture à essence. Une voiture à essence, 3/4 de l'essence est brûlée pour faire de la chaleur, ce qui est pratique en hiver, mais bon, pour chauffer l'habitacle, hein, mais et 1/4 seulement pour déplacer l'ensemble du véhicule. Et si jamais on invente avec des ordinateurs des meilleures façons, alors on ne peut probablement pas augmenter l'efficacité thermique d'une voiture, mais ou pas de façon sensible, il faudrait surtout réduire son poids et réduire la taille des moteurs. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informatique pour ça. Il y a par exemple le télétravail. Sans informatique, le télétravail, ça n'existe pas. Donc c'est génial, parce que le télétravail, c'est moins de déplacements et donc moins d'émissions à effet de serre. Ça permet aussi de mesurer l'impact des politiques environnementales. Ça permet par exemple de faire des choses comme back market, de façon à réutiliser, réemployer des choses qui ont coûté du CO2 à produire et leur donner une nouvelle vie, etc. Et c'est vachement bien. Alors, je ne vais pas passer énormément de temps sur le sujet parce que, en fait, naturellement, que les entrepreneurs, les entreprises, les marketing, les services marketing, etc., tout le monde va se focaliser en disant, et on est déjà bombardé de ce genre de trucs, du genre, ouais, mais nous, on est green, nous, on est vert, nous, on est écolo, nous, on est machin, etc. Tout le monde, dans sa communication, du monde commercial, va avoir tendance à dire, oui, moi, mon produit, il est vert, il aide à réduire les gaz à effet de serre parce que ceci et cela. Et c'est bien. Il ne faut pas que ça tourne au greenwashing, il ne faut pas non plus sortir le pipeau marketing, mais si c'est vrai, il faut le mettre en avant, et c'est bien. Et seulement derrière, il y a des tas de trucs qui ne vont pas nous dire, parce que quand on est au marketing, quand on est un vendeur, quand on est un entrepreneur, on va dire les choses positives des choses en faveur de son produit. Et en fait, la problématique, c'est d'être sûr que l'apport positif du numérique soit plus important, pèse plus lourd dans la balance que les aspects négatifs du numérique. Petite pause qui participe au suspense dans la salle. Alors, interlude. Ce monsieur s'appelle Upton Sinclair et il a dit quelque chose que j'aimerais voir gravé en lettres de feu ou d'or, ou les deux, sur les bâtiments. C'est qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et malheureusement, c'est une vérité, mais complètement invariable, quoi. C'est, si vous êtes payé pour ne pas le comprendre, vous n'y arriverez pas. J'ai eu une petite conversation une fois dans une conférence à Toulouse. À un moment, je dis un truc vrai, scientifiquement prouvé, et puis je vois plein de gens qui se lèvent. Ils travaillaient tous pour l'industrie aéronautique. Ils n'étaient pas contents. Ils sont partis. Et pourtant, je suis très embêté, j'aime pas vexer les gens, mais j'avais raison. Ils ne pouvaient pas faire face à ça. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur les aspects négatif du numérique, c'est pas que je déteste le numérique, j'adore le numérique, mais il faut être conscient de ces aspects-là, parce que sinon personne ne va vous le dire et on va continuer droit dans le mur en jouant de la trompette, quoi. Bref, donc ça c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français, et ce dont on va parler, c'est ça. Donc finalement pas grand-chose, hein. Si vous voulez, achat et usage d'Internet et technologie, c'est ça, c'est pas nul, hein. C'est moins que la voiture, c'est moins que l'énergie dans le logement.
Et c'est comparable à ce qui est émis par le fait que vous mangiez du poisson et de la viande. Donc, c'est quand même un des gros morceaux. Et la vérité, c'est que quand même, c'est gros, c'est beaucoup. Et pourquoi c'est beaucoup? C'est parce qu'en fait, en tant qu'industrie, dans le numérique, il y a un truc formidable qui nous a porté pendant des décennies, littéralement depuis les années 60, c'est la loi de Moore. Cette loi de Moore, je pense que presque tout le monde a entendu parler, mais c'est l'idée que, en gros, un circuit électronique va doubler de densité tous les 18 à 24 mois. Et donc devient plus puissant au même prix qu'avant. En gros, la puissance double pour un prix comparable tous les 18 ou 24 mois. Donc en fait, quand vous écrivez un logiciel, en tant qu'informaticien, vous avez un ordinateur hyper puissant sur votre bureau, ou sous votre bureau, ou dans votre cartable, et ça marche à une vitesse qui est raisonnable. Mais si vous prenez ce logiciel et vous allez le porter sur l'ordinateur moyen ou bas de gamme d'un machin qui a quelques années dans la vraie vie, dans le vrai monde, eh ben, ça va marcher très lentement. Mais c'est pas grave, parce que le temps que ce logiciel il sorte du labo de R&D, qu'il soit finalisé, et qu'il arrive finalement chez les gens, il sera passé 3 ans, les gens auront changé leurs ordinateurs, leurs terminaux en gros, et enfin ils auront un terminal beaucoup plus rapide, et finalement la vitesse, ça sera la bonne vitesse, ça tournera à peu près correctement. Et ça fait que depuis 55 ans, on renouvelle le matériel à une vitesse de dingue, juste parce qu'on n'optimise pas nos logiciels. Donc ça, on a ça. Plus le fait qu'on numérise le monde, donc il faut équiper tout le monde, donc ça fait littéralement des milliards de terminaux numériques. 2018, c'est 15 milliards. En 2025, on estime que ça sera 65 milliards, donc plus que x4. Ça consomme beaucoup d'électricité, donc 4,4% de l'énergie primaire, et ça va monter à 6. Autrement dit, en termes d'énergie, c'est un problème qui est supérieur à celui de l'aviation. Et donc, 4,2% des gaz à effet de serre sont 3 fois la France. Donc le numérique, vous voyez, on dit c'est le cloud, on ne le voit pas, machin, etc. Non, c'est super réel. Ça a un impact énorme en termes de gaz à effet de serre. Et ça se voit, alors 2 indicateurs. Le poids d'une page web, en 1995, c'était 14 kg. En 2021, vous voyez, c'est mesuré ici, là, j'ai ma source, là, http://archive.org. Ça monte comme ça. Fois 146, ça a fait. On a multiplié le poids des pages web par 146. Pourquoi? Parce qu'on a des ordinateurs ou des smartphones qui peuvent, parce qu'ils sont 146 fois plus puissants qu'avant. Moi, je regardais mes premières pages web avec un Pentium quelque chose, et maintenant, j'ai un machin qui est 1000 fois plus puissant dans la poche. Donc forcément, on s'en fout de la page web. On se dit, oh oui, tiens, je vais mettre une petite vidéo en fond d'écran parce que ça va dynamiser mon message insipide. Et bien, voilà. Du coup, on trimballe une vidéo là où, au lieu de s'être emmerdé à faire du texte intelligent. Mais alors, au niveau des logiciels, c'est pareil. Windows 10 et Office versus Office 97 sur Windows 98, il faut 171 fois plus de mémoire vive et un CPU, un processeur 60 fois plus puissant. Franchement, est-ce que votre document Word, il est 171 fois mieux? Alors, votre document Excel est peut-être 171 fois plus gros. C'est vrai. Mais mieux? Sur Word, c'est à peu près sûr que non. Sur Excel, peut-être, mais sur Word, c'est sûr que non. Alors, on a un problème. Mais on a des moyens d'action. Et c'est ça que je voudrais passer en revue. Et alors, attention, je vais me concentrer sur 2 choses. La première, je pars du principe qu'il y a des informaticiens dans la salle. Est-ce que c'est le cas? Levez la main si vous êtes dans l'informatique, le numérique, le web. C'est pas mal, ouais. On va dire un peu plus de la moitié.
c'est bien, vous allez passer la casserole en premier. Non, mais en vrai, l'idée c'est de parler de solutions, hein. On a un problème, il y a des solutions, il faut faire le travail derrière, mais les solutions existent et il faut les mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau en tant qu'informaticien ou dans le numérique ? Premièrement, vous formez, comprendre les enjeux. C'est pour ça que je vous ai emmerdé avec mes 10 slides sur le changement climatique. Il faut comprendre l'enjeu, il faut comprendre l'ampleur du problème pour se mettre en œuvre, en route, en action, parce qu'il y a des trucs à faire. Donc, pour la formation, premièrement, je vous suggère vivement un truc qui s'appelle la fresque du climat, qui est animé par des bénévoles. Il y a 200 000 personnes qui ont déjà fait l'exercice. C'est super sympa, ça se passe en une demi-journée. On fait ça avec les collègues, il y a quelqu'un qui vient animer un atelier et on travaille ensemble à comprendre le pourquoi du comment du changement climatique. Il y a une variante qui vient de sortir, qui s'appelle la fresque du numérique, qui fait la même chose entre climat et numérique. C'est vraiment super, je l'ai fait aussi. Et il y a l'Institut du numérique responsable qui a fait un MOOC sur la sensibilisation, ça dure 40 minutes. Et rien que ça, déjà, ça décrase bien, quoi. On comprend les enjeux. Et après, il y a des formations sur le numérique responsable, etc., l'éco-conception, tout ça. Deuxièmement, il faut mesurer. Mesurer ce qu'on va changer. Qu'est-ce qu'on consomme ? C'est quoi le problème ? Parce que là, pour l'instant, on a fait le boulot, on a sorti des apps, des applications, des services en ligne, des machins, on a mis en ligne des serveurs, on a réservé des instances sur le cloud. Ok, mais tout ça, ça consomme combien, quoi ? Le principe, c'est qu'on ne peut changer que ce qu'on mesure, donc il faut commencer par mesurer. Il y a un certain nombre de choses qui permettent de le faire. Mesurer des pages web, c'est pas compliqué, hein. Il y a une extension pour Firefox ou Chrome qui s'appelle Green IT Analysis. C'est gratuit, ça s'installe et vous pouvez mesurer le nombre d'appels. Enfin bon, c'est vraiment, ça vous aide en termes d'outils développeurs. C'est le B.A.-ba, quoi. Sur les serveurs, il y a un projet open source qui s'appelle Scaphandre, qui permet de mesurer alors il est encore jeune, hein, mais il permet de mesurer la consommation des serveurs et des différents services sur ces serveurs pour savoir qu'est-ce qu'on consomme comme électricité. C'est ça le problème, hein. C'est quand vous mettez ça sur le cloud, c'est génial, ça invisibilise complètement le problème. Il est toujours là, hein, le problème. Et le CO2, vous allez le reprendre de façon boomerang dans la figure. Mais sauf que vous ne le voyez plus. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Troisièmement, optimiser et éco-concevoir. Optimiser, c'est quand on a déjà fait quelque chose et qu'on veut améliorer, et c'est bien. Et il y a un deuxième principe qui est éco-concevoir. Et là, l'éco-conception, c'est avant de concevoir. Se dire, je vais faire un service, mais qui va être frugal, qui va être peu consommateur. Et on pense le service avec cette approche. Donc ça n'est possible que si vous concevez un nouveau service ou bien vous refaites une passe sur votre serveur, mais ce n'est pas de l'optimisation, quoi. C'est vraiment une création. Pour ça, il y a un bouquin pour ceux qui sont dans le web, Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. 3e édition, donc c'est un bouquin qui revient. Il a la première édition à 9 ou 10 ans, enfin bon, c'est un classique, quoi. Et éviter de participer à l'obsolescence programmée. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais qui est essentiel à retenir. 70% des gaz à effet de serre sont émis lors de la fabrication du terminal. Donc en fait, si vous recensez, si vous faites un camembert avec tous les composants du système d'information en ACV, en analyse du cycle de vie, depuis la création du matériel, la création du logiciel, son utilisation et son recyclage, si vous faites tout ça ensemble, vous allez regarder que le gros morceau, l'énorme morceau, c'est la fabrication et l'acheminement du terminal. Donc, c'est là qu'il faut s'attaquer, parce que c'est là où il y a le gras, en fait. Le type qui veut maigrir pour son costume de mariage, c'est là qu'il faut qu'il tape.
Et en fait, l'utilisateur, par exemple, sur un smartphone, il change de smartphone tous les 23 mois en Occident. C'est une catastrophe. Et une des raisons, c'est parce que soit les systèmes d'exploitation ne sont pas tenus à jour, et en fait vous avez des trous de sécu, et les fabricants ne corrigent pas les trous de sécurité, et donc vous changez, les nouvelles applications ne marchent pas, ou etc., etc. Enfin bref, vous êtes mené à changer en tant qu'individu. Ce n'est pas forcément une décision personnelle. Donc, il faut s'assurer que les applications que vous faites sont compatibles avec les vieilles versions du système d'exploitation et que donc vous ne poussez pas l'utilisateur à changer de machine rien que pour utiliser votre application. Donc ne pas se contenter du dernier terminal à la mode. Et pendant qu'on y est, soyez compatible avec Linux, parce que c'est quand même le système d'exploitation qu'on installe sur les vieilles machines et qui les permet de les faire durer beaucoup plus longtemps que si c'était des machines avec Windows. Alors, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Se concentrer là où c'est le plus important. Et le plus important, je viens de vous le dire, c'est la production du terminal de l'utilisateur à 70%. Donc, à faire, c'est mettre une coque sur votre smartphone. Je sais que votre iPhone, il est super beau, on dirait un bijou, vraiment sérieux. Mais mettez une coque, quoi. Même si vous avez les moyens de vous payer un nouvel iPhone si vous le faites tomber. Mettez une coque solide. L'ordinateur, il faut le faire durer aussi. Moi, j'ajouterais que j'ai 2 marques que j'apprécie en termes de smartphone. Fairphone, c'est des Hollandais qui font un travail formidable sur la durée des terminaux, y compris le portage de vieilles versions d'Android. Et Apple, qui a beaucoup de défauts par ailleurs. Hein. Mais Apple fait qu'aujourd'hui, votre iPhone 6S qui a 5 ans, il est encore supporté par le système d'exploitation. Et ça, c'est vachement bien. Et enfin, en fait, le terminal auquel on ne pense pas, c'est la télévision. Et il faut garder votre télévision le plus longtemps possible. En fait, il ne faut pas regarder la télévision, mais ça, c'est ma petite astuce à moi hein, de pro. Mais si vraiment vous voulez regarder la télé, gardez votre télévision le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, un terminal, plus il est gros, plus il est lourd, et plus il coûte cher à fabriquer, plus il émet de gaz à effet de serre. Et donc, la télé, c'est un très bon candidat là-dessus. Donc faites durer l'équipement, par exemple, en achetant du reconditionné, faire réparer, et puis éviter d'acheter en cédant à la mode, parce que sous prétexte que « Oh, t'as vu le nouvel iPhone 13, il est super beau !» Ouais, bon. Et enfin, pour répondre à la question qu'on me pose généralement, là je le fais de façon anticipée, alors il faut vraiment supprimer ces mails pour être écolo ? Non. Le vrai problème, c'est de faire durer votre équipement. Alors, si supprimer des emails vous aide à garder un vieux smartphone plus longtemps, faites-le. Faites-le. Et à ce moment-là, vous commencez par supprimer les emails les plus gros, hein, en les triant par taille, et donc en particulier supprimer les pièces jointes ou les mails qui ont des grosses pièces jointes. Donc le PowerPoint à 30 mégaoctets, déjà vous virez 20 mails comme ça, et vous avez gagné vraiment de la place. Supprimer des vieilles vidéos qui étaient rigolotes, mais bon, qu'on n'en a pas vraiment besoin. Et ça va vous permettre d'aller très vite pour supprimer et faire beaucoup de place sur vos terminaux. Mais encore une fois, supprimer ces mails, c'est un peu comme faire pipi sous la douche et supprimer les touillettes en plastique en disant qu'on est en train de sauver la planète, quoi. Il y a d'autres leviers plus puissants. Et là, on rentre dans le dur. Il faut calculer votre empreinte carbone. Il y a un super site qui s'appelle nosgestesclimat.fr. nosgestesclimat.fr. Vous cliquez sur « Faire le test », vous répondez aux questions, vous sauvegardez le résultat. Il y a un bouton, on le voit là. Voilà. Copiez le lien, vous mettez ça dans un mail, dans une note, je ne sais pas quoi. Gardez ça, enfin le tout est mis dans un cookie quand même, hein, mais bon, on ne sait jamais. Et vous avez le résultat ici, alors ça c'est moi, donc je suis à 5,6 tonnes, c'est beaucoup trop, hein, mais bon, c'est mieux que 10, qui est la moyenne française. Et ça c'est la première étape, savoir où vous en êtes. Et ensuite, deuxième chose, cliquez sur le bouton « Passer à l'action ».
Parce que là, vous avez une liste de choses, comme une to-do list, triée par ordre décroissant d'efficacité, qui est où sont en fait mes plus gros postes et qu'est-ce que je peux faire pour agir sur ces postes de CO2. Et ça, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vos données à vous. C'est pas genre les Français, il faudrait qu'ils réduisent. Non, c'est moi. Si j'isole ma baraque, si je passe à la pompe à chaleur, si je fais mes trajets de moins de 5 km à vélo, éventuellement électrique, hein, c'est pas un problème, eh bien, au lieu de les faire en bagnole, c'est mieux. Et au final, vous allez voir, on gagne beaucoup. Et voilà, j'en ai terminé. On a un petit peu de temps pour les questions, j'espère. À chaque fois, c'est bon. Oui, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va faire un petit tour de table avec des questions. Il y a quelqu'un dans la salle, si vous en avez, on va les prendre un peu à l'envolée suite à l'intervention. Sinon, évidemment, j'en aurai. Je ne vois pas. Oui, j'en tiens un. Premier rang. C'est gentil. Alors, attendez le micro parce que comme ça tout le monde va vous entendre et ça va être vachement mieux. Puis en plus, c'est des gens en streaming. C'est peut-être mieux, effectivement. Vous avez beaucoup parlé de la consommation donc, du matériel et du fait de changer de téléphone, de PC hyper souvent, et un peu dénigrer le fait de supprimer un mail. Bon, c'est une idée bête, mais ça engendre après pas mal de choses. Et du coup, pas parler de la consommation des data centers. Alors que dans le numérique, aujourd'hui, à l'heure de 365, d'OVH, d'Azure, d'AWS, c'est peut-être ça aussi qui crée l'impact carbone numérique gigantesque sur l'utilisateur. Oui, alors effectivement, le cloud n'est pas neutre en carbone, hein, surtout si vous allez chez Amazon dans un data center dans l'Est américain qui est entièrement nourri au charbon, parce que c'est ce qu'ils mettent, hein, c'est pour ça que c'est pas cher. C'est parce que ça crache du CO2. Mais le charbon, ça devrait être interdit, hein, objectivement. Et donc, c'est une vraie cochonnerie. Mais si vous regardez sur l'ensemble, le problème, il n'est pas tellement au niveau du data center pour la consommation d'énergie et pour le matériel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Amazon et les autres, hein, mais j'aime bien taper sur Amazon, chez Amazon, ils ont plein de défauts, mais vraiment, ils ont des hérissons dans les poches, ils calculent tout, et ils s'assurent que le matériel n'est changé que quand il arrive vraiment au bout, et qu'ils tirent les prix sur la consommation. Enfin, ils font tout, parce que, dans un certain sens, c'est une bonne boîte, ou tout du moins une boîte bien gérée, donc, ils font très attention à ça. Alors que une personne, un utilisateur qui ne met pas de coque sur son smartphone, qui le met dans la poche et ça fait 3 fois qu'il le fait tomber dans les chiottes et qu'à chaque fois il est mort, eh ben, ce n'est pas le même niveau, vous voyez, que le professionnalisme d'Amazon en termes d'économie. C'est tout. Dans les data centers, la consommation énergétique, elle est surveillée, elle est optimisée à mort. Parce que c'est là que ça et l'achat du matériel, c'est là que ça coûte. Donc ils font très attention. Bon, il y a des boîtes mal gérées où les gens s'en foutent, hein, mais globalement, les gros du secteur, les Google, les Microsoft, les Amazon, ils font très attention à ce genre de choses parce qu'ils ont besoin de le facturer ensuite. Oui, effectivement, parce qu'ils maîtrisent leurs coûts. Mais par exemple, sur Google, c'est combien de centaines de téraoctets mensuels en plus, et donc de serveurs qui viennent s'ajouter? Parce que ça, c'est du matériel qu'on ajoute. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais si vous regardez l'ensemble, si vous faites un camembert de l'ensemble du numérique, c'est assez peu de choses. Au début, j'ai pensé comme vous, et puis j'ai regardé les calculs des gens qui avaient fait les calculs qui sont vraiment emmerdés, parce que la compta carbone, c'est pas simple. Et oui, vaut mieux être sobre, hein, et c'est ce que j'ai dit, il vaut mieux concevoir des services où on ne consomme pas de la bande passante comme des dingues et on n'utilise pas trop de serveurs. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais c'est une petite part d'un gros camembert.
D'accord, je comprends, merci. Oui, alors j'ai deux questions en fait. La première, vous avez évoqué évidemment la mobilité. Je voulais savoir en termes de projection, est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact positif ou négatif que pourrait être l'hydrogène en fait en parallèle de l'électrique? Et la deuxième question qui est beaucoup plus pragmatique ou terre à terre, vous avez cité des marques de smartphones préconisées, on va dire. Est-ce que côté ordinateur, il y a des marques qui se démarquent pour leur... voilà, ouais, j'essaye de copier. Mais... Oui, Laura elle est jalouse, je l'entends d'ici, je vais me le faire. Voilà, mais voilà, notamment, évidemment, beaucoup d'entreprises vont s'appuyer sur du Dell, du HP, enfin, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus à préconiser, en tout cas? Bon, alors, ça fait deux questions, elles ne sont pas simples. Alors, sur l'hydrogène, je vais faire très rapide, ce n'est pas mon expertise, mais l'hydrogène, c'est de l'électrique. C'est-à-dire qu'en fait, la pile à hydrogène, ça fait tourner un moteur électrique. Sauf que l'énergie, elle est stockée dans un réservoir sous très forte pression et très basse température pour pouvoir le stocker. Le problème, ce n'est pas l'hydrogène. Le problème, c'est produire l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène qu'on produit, mais genre 98% de l'hydrogène qui est produit sur la planète en ce moment, c'est peut-être que 95, mais enfin, c'est, vous voyez, une immense majorité, c'est fait à base d'hydrocarbures. Les mecs, ils prennent du gaz et de l'essence et ils en tirent l'hydrogène. Et devinez, qu'est-ce qui reste? Du carbone, du CO2. Donc en fait, l'hydrogène tel qu'il est aujourd'hui, c'est un cauchemar. Il y a des méthodes pour en fait séparer par électrolyse l'hydrogène et le récupérer. Pour l'instant, ce n'est pas à l'échelle industrielle. C'est encore tout petit. Peut-être que ça va aller mieux. Le problème, c'est que c'est hyper consommateur d'énergie. D'où vient cette énergie? Enfin, oui, au final, si je simplifie tous les éléments de l'équation, il faut consommer moins d'énergie. C'est pas la bonne nouvelle, hein. Peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais l'hydrogène, ça va être sympa, peut-être dans le futur, si on arrive à industrialiser l'électrolyse, mais de toute façon, ça va bouffer énormément d'énergie. Donc il faudra le conserver, peut-être que pour les camions, voyez, parce qu'on ne sait pas faire des camions avec des batteries suffisamment grosses, quoi, par exemple. Et l'autre, c'était sur les ordinateurs. J'ai pas de réponse. Je répondrai à côté. Moi, il faut plutôt privilégier le réemploi des ordinateurs. En fait, faire durer le matériel. Il y a plein de matériel, en fait. Je sais, ayant travaillé chez Mozilla, on voulait, et ça faisait partie de la politique de rétention des employés, on leur donnait toujours du super matos, parce que c'est des gens qui passent leur temps à compiler des logiciels, ils ont besoin de beaucoup de puissance, et ils pouvaient changer très régulièrement de machine. Les machines, à la fin, elles étaient plus bonnes ou plus assez up-to-date pour les besoins des développeurs, mais elles pouvaient servir à d'autres. Donc le réemploi est quelque chose de majeur. C'est-à-dire que je pense que ces machines, 5 ans plus tard, elles sont excellentes pour faire de la bureautique encore. Vous voyez, et les faire durer plus longtemps, serait une très bonne chose. Donc, mon avis, c'est plus le réemploi plutôt que favoriser une marque ou une autre. J'en ai deux là. Il y a un nid par là, t'as remarqué, non? Ouais, j'ai vu. Bonjour, Dorélie Besnard. Je suis en charge du développement de l'économie numérique pour la métropole de Rouen. Donc, métropole de Rouen, c'est 71 communes, 500 000 habitants. Ma question est la suivante. Quel est selon vous le rôle des pouvoirs publics dans tout ça et quels sont les leviers d'action possibles pour participer à la réduction des gaz à effet de serre? Alors, ils sont monstrueux. Vous avez des leviers magnifiques entre les mains. On vient de parler du réemploi. Favoriser le réemploi à tous les niveaux, ça c'est sûr. Favoriser l'éducation des gens face à ce problème-là, parce que je pense qu'on manque énormément d'éducation sur ces sujets-là.
Franchement, c'est horrible. Enfin, ce qu'on entend aujourd'hui sur le changement climatique, c'est 1 minute 30 à la radio, 20 secondes à la télé. On comprend que dalle, on voit tout le monde qui flippe, il y a des gens qui jouent les défenseurs, c'est non, il faut miser, je passe un Denis Oliven, il faut miser sur l'énergie de l'homme et sa capacité à inventer. Ouais, mais connard, si jamais tu... Pardon, excusez-moi. Si tu réduis pas le nombre de kilomètres que tu fais en voiture et que tu continues à bouffer, à faire des week-ends à New York et à passer ta semaine à Bali, ça va pas le faire, quoi. Enfin, vous voyez, c'est difficile et pour ça, on a vraiment besoin que les gens comprennent en profondeur la problématique. Et vraiment, enfin, je suis désolé, je ne suis pas actionnaire, c'est une association, mais la fresque du climat, ça, en 4 heures, vous avez capté le machin. C'est une pédagogie dans le groupe, c'est-à-dire que c'est les gens qui discutent entre eux de qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment un machin, etc. C'est extraordinaire, c'est vraiment super. Ça coûte que dalle, je crois que c'est genre 5 € par personne environ à faire. Vous voyez, donc si vous en avez 30 millions, c'est compliqué, mais vous pourrez négocier un prix. Mais je veux dire, voilà, c'est facile à faire et il faut encourager ce genre d'initiative, à mon sens. Dernière question, du coup. Alors, attends, une question là. Oui, bah, il y en a une. Là. Ah bah oui, voilà. Pardon. Ouais. Alors, la blockchain, une des révolutions majeures en cours, a un impact et un enjeu écologique important. Une explication ou précision sur le pourquoi pourrait être intéressant. Quels sont ces impacts et comment pourrait-elle être plus verte? Oh mon Dieu. Je vois pas assez ici. Oui, tu vois la réponse. Alors moi, je vois la réponse, mais elle ne va pas être super courte. En gros, aujourd'hui, alors la blockchain, c'est une technologie et c'est des crypto-monnaies, et il ne faut pas confondre les deux. D'accord? Bon. La blockchain, c'est assez formidable, c'est très innovant. Et après, il y a plusieurs implémentations des variantes de la blockchain. Et après, il y a des applications basées sur ces implémentations. Typiquement, le Bitcoin, la monnaie, la crypto-monnaie Bitcoin. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie Bitcoin est une vraie cochonnerie. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais en gros, la façon dont c'est fait, c'est que pour valider une transaction, il faut que le réseau, d'une certaine manière, soit d'accord et valide cette transaction. Et comment on fait valider cette transaction? Eh bien, un ordinateur invente un problème mathématique hyper compliqué à résoudre et le jette en pâture à tous les gens qui font du Bitcoin. Et ils vont tous essayer de résoudre ce problème mathématique. Et pour ça, ils vont faire tourner des centaines, des milliers de processeurs ensemble pour résoudre ce problème. Et le premier qui résout le problème mathématique valide la transaction et gagne un petit peu de sous en échange. Le problème, c'est que pour valider une transaction, vous avez fait bosser littéralement des centaines ou des millions de machines et 99% c'était pour rien, parce qu'ils n'ont pas raflé la transaction. Donc en termes de consommation électrique, c'est un enfer. Tout ça pour valider une transaction. En alternative au Bitcoin, donc ça c'est ce qu'on appelle le proof of work, la capacité de travail. Vous avez validé parce que vous avez démontré votre capacité à travailler sur un problème mathématique. Vous êtes un balèze du Bitcoin et donc on vous fait confiance et donc c'est vous qui validez la transaction. Il y a une alternative au proof of work qui est un proof of stake, qui est vous prouvez que vous avez déjà beaucoup de crypto-monnaies dans votre porte-monnaie. Et donc, vous êtes quelqu'un de sérieux et vous mettez en gage, en fait, votre fortune pour valider cette transaction. Et là, il n'y a pas besoin de faire tourner des millions de machines. Et à ce moment-là, on peut valider la transaction. Alors, le Bitcoin ne fait pas ça. Par contre, l'Ethereum envisage de passer à ce système-là. Sauf que, bon, dans la communauté Ethereum, tous les mecs qui avaient investi, parce que pour l'instant, ça marche encore en proof of work, Ethereum, tous les mecs qui avaient investi dans des milliers de machines font « Ah ben non, c'est trop con, moi j'ai investi tout ça, je veux continuer à polluer pour pouvoir continuer à rafler les transactions. » Donc il y a une baston, aujourd'hui, au sein d'Ethereum, pour ne pas passer au proof of stake, au preuve de possession.
J'ai bon espoir que ça se débloque, mais le problème, c'est que la vraie crypto-monnaie qui est la plus utilisée, c'est Bitcoin, avec sa cochonnerie de Proof of Work, et pas Ethereum et son futur Proof of Stake. Voilà, je suis désolé, c'est compliqué, mais j'ai plus le temps. Voilà, je vais devoir vous rappeler à l'ordre. Du coup, il y avait une question. Alors, ça peut être du court qui en dit long. Je vous laisse la parole, mais court, alors. Arnaud Attagnan, administrateur NWX. La question concernait surtout le secteur de la mobilité sur le passage du véhicule à l'électrique. J'ai une vraie question. Est-ce que c'est une vraie bonne idée, en fait, le passage? On a l'impression que tout le parc automobile est en train de migrer progressivement vers de l'électrique. J'ai pas le sentiment, c'est un peu bizarre, mais que c'est une vraie bonne idée sur le long terme. C'est compliqué, évidemment. Donc c'est du court qui en dit long, mais alors on va faire très vite. Oui, voilà, oui. La vraie solution, c'est de rouler moins. La vraie solution, c'est d'arrêter de prendre sa voiture pour faire moins de 5 km. Enfin, moi, j'ai fait le changement. Hein. Je me trimballais, mais je suis parisien, je roulais en scooter. Maintenant, j'ai roulé en vélo électrique. Maintenant, je roule en vélo musculaire, sans l'assistance. Je faisais mes 8 km par jour et c'était trop court, alors je rallongeais, vous voyez, parce que sinon on n'est pas vraiment chaud, tout ça. Bon. C'est un truc que les bagnolards, il ne faut pas comprendre. Hein. Mais donc c'est possible, je ne dis pas que c'est possible ici, enfin, j'ai habité dans le coin, hein, sur le plateau, quand il faut monter la côte de Darnétal, merci. Hein. Donc c'est pas simple, mais la voiture électrique n'est qu'une petite partie de la solution. La vraie solution, c'est rouler moins, c'est peut-être plus de télétravail, c'est se rapprocher du travail, c'est trouver des véhicules plus petits, et c'est surtout pas le SUV, même électrique. Désolé. Hein. Alors, la boucle est justement bouclée. Oui. Ça tombe bien, on parlait de vélo. Si le marié faisait du vélo, le marié de l'histoire dont vous avez parlé, il serait sûrement rentré dans son costume. Bon. Et je ne dis pas ça parce que j'ai perdu 12 kilos depuis que j'ai arrêté le scooter. Ah, hein. mais il y a quelque chose de personnel alors. Okay. Je me disais. Alors, du coup, je voulais juste, pour faire la transition, rebondir sur cette petite histoire qui a éveillé mon attention. Déjà parce que c'est parlant. Je pense qu'on voit très bien hein, l'idée de se mettre un objectif et de ne pas forcément s'y tenir, qu'il soit à venir et une fois qu'on y est, on n'a rien fait. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement en termes de jours. C'est compliqué de rentrer dans son costume s'il nous reste 20 kilos. En termes de semaines, avec un très bon entraînement, ça peut être jouable. Mais alors en termes de mois, c'est sûr. Et comme les mots sont plutôt jolis, si on compte sur soi, sur moi, pour y avancer, on peut réussir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette problématique, c'est une question de volonté. C'est parce que moi, je ne le veux pas, au final, que je ne rentre pas dans mon costume avant de me marier. Et donc, si on prend un peu de hauteur sur tout ça, c'est la volonté derrière tout ça. On parlait de responsabilité collective. Quand vous disiez qu'il y a une partie des gens de la salle qui sont partis, quand vous avez fait mention de choses qui les dérangeaient, ça renvoie aussi à la conception qu'on se fait des choses. Et l'idée de responsabilité collective, parfois, on ne sait pas trop quel rôle on joue au milieu de tout ça. Et donc, on ne se sent pas concerné. Et donc, si on ramenait ça à son échelle, je trouve que tout ce qui est mis en place pour évaluer sa propre consommation, comme on le fait aujourd'hui, vous savez, en regardant votre consommation sur Internet, quand vous regardez combien de temps vous avez passé sur votre portable. Vous avez beau vous dire, non mais je prends de la distance, vous voyez 4 heures, vous avez 4 heures par jour. Et quand on est ramené à soi, ça devient audible. Je suis sûre que quand on a l'impression que l'objectif nous concerne, réellement, on peut se donner l'objectif d'y répondre, justement. Merci. Merci. Merci beaucoup.